Donc, on va ouvrir l'image qu'on a trouvée sur Google, l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. C'est donc une image qui nous avait posé des problèmes dans Illustrator quand on avait voulu vectoriser. Ce n'était pas un résultat très convaincant. Donc ici, je viens d'ouvrir l'image dans Photoshop, j'enfonce la touche F pour passer plein écran, c'est toujours plus facile. Barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre. Et je zoome d'une manière ou d'une autre. Et donc on voit que c'est une image qui comporte peu de pixels. Combien de pixels est-ce qu'elle comporte? On peut aller le voir de différentes manières. Image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Et on voit qu'elle ne comporte que 213 pixels en largeur, 237 en hauteur. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la vectorisation dans Illustrator fonctionne mieux que ce qu'elle n'a fonctionné? Je vais ici vous montrer à nouveau dans Illustrator, vous ne le faites pas nécessairement ici, mais c'est juste pour vous rappeler un peu le résultat qu'on avait obtenu. Je fais un nouveau document dans Illustrator, je vais importer l'image Photoshop et demander fenêtre vectorisation d'image. Donc je coche la case aperçue. Je suis en vectorisation noir et blanc. Je règle le seuil. Voilà, et on voit qu'on a quelque chose qui est très grossier, impossible d'avoir quelque chose de plus propre au niveau des vecteurs. Ça stylise énormément, notamment au niveau du visage ici, on ne reconnaît plus l'œil, alors que dans la photo originale, dans Photoshop, on voit quand même un peu mieux l'œil. Il y a des pixels, mais on voit quand même. Alors la solution est de multiplier les pixels dans Photoshop avant d'amener dans Illustrator. Alors on va faire ça. Menu Image, taille de l'image. Dans la boîte taille de l'image, vous avez rééchantillonnage qui est coché. Ça veut dire que ça permet de modifier le nombre de pixels de l'image. Si jamais c'était décoché comme ceci, on voit que les cases ici qui concernent le nombre de pixels ne peuvent pas être modifiées. Voilà, donc c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir changer le nombre de pixels de l'image. Alors on peut le changer par ici en mettant des centimètres, mais ça n'a pas de sens puisque nous on ne pense pas pour l'instant à imprimer, on ne sait pas à quelle taille ça doit être imprimé, ça, en fait on ne s'en occupe pas. Nous ce qui compte c'est de faire une illustration correcte et puis après on l'imprimera. Donc centimètres, on ne réfléchit pas en centimètres. On peut réfléchir en pourcents. Les pourcents, on les a aussi ici, c'est la même chose. Donc que vous choisissiez des pourcents là ou des pourcents ici, c'est la même chose. Bon, j'aime autant prendre des pourcents pour avoir une multiplication des pixels que je sais vraiment contrôler. Si je veux 16 fois plus de pixels dans cette image, je mets 400%. D'accord? Parce que 400% en largeur, 400% en hauteur, ça me fait 16 fois plus de surface. Donc 16 fois plus de pixels. D'ailleurs, on le voit ici, je passe d'une image de 0,1 méga à 2,3. Donc c'est 16 fois plus. Ok. Et donc là, j'ai l'image qui est composée de 16 fois plus de pixels. Et ça devrait déjà amener un lissage. Donc 16 fois plus de pixels. On sent encore les escaliers des pixels de l'image d'origine, mais il y a quand même eu un lissage. Alors, ce qu'on peut faire en plus, c'est ajouter un filtre d'accentuation des détails. Donc, ce qui est intéressant, c'est de convertir d'abord le calque ici en objet dynamique pour que le filtre apparaisse dans la palette des calques et qu'il soit modifiable comme on veut par la suite. Donc on pourrait appliquer le filtre directement sur les pixels, les modifier, mais j'aime autant faire ceci, clic droit sur le calque dans la palette des calques et demander de convertir en objet dynamique. On n'est pas obligé de faire une copie pour suivre. Ensuite, une fois que le calque est converti en objet dynamique, c'est-à-dire c'est un calque conteneur qui contient l'ancien calque,
Et les pixels de l'ancien calque ne seront jamais réellement modifiés dans le calque, ils vont apparaître modifiés ici dans la fenêtre de l'image. Mais c'est ça le principe de l'objet dynamique. Quand j'applique des filtres, même s'ils font disparaître des pixels à un certain moment, ils existeront toujours dans cet objet conteneur. Ce filtre renforcement accentuation, c'est ça? Alors, menu filtre, renforcement, accentuation. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire plus net. Alors le réglage de seuil ici en bas, vous le laissez sur 0 et vous jouez sur le rayon et le gain de manière à obtenir quelque chose qui vous paraît correct au niveau de la netteté. Voilà. D'accord? Donc ce n'est pas obligatoire de le faire. La vectorisation d'Illustrator pourrait éventuellement fonctionner, même si on ne fait pas ça. OK. Et vous voyez, dès que vous cliquez sur OK, vous avez le filtre qui apparaît dans la palette des calques. Si vous enlevez l'œil en face, il n'agit plus. Vous voyez l'avant-après. Si vous double-cliquez sur le nom du filtre, accentuation, le filtre s'ouvre et vous pouvez modifier les réglages. Voilà, donc c'est dynamique. C'est ça l'intérêt de mettre des filtres sur des objets dynamiques, c'est qu'ils apparaissent dans la palette des calques et on peut les remodifier par la suite, voire même les supprimer. Ou faire en sorte qu'ils n'agissent qu'à certains endroits, parce que ceci est un système à masque de fusion pour empêcher que le filtre agisse à certains endroits. Mais bon, pour l'image qu'on a ici, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Alors, je vais enregistrer l'image sous un nom différent de ce qu'elle a actuellement. De toute façon, je ne saurais pas l'enregistrer avec le nom qu'elle a pour l'instant, parce que c'est une image JPEG sur le disque dur. Et je viens de faire dans Photoshop des choses qui sont spécifiques à Photoshop, donc je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop. Si je la voulais au format JPEG, il faudrait que je réduise ça, que j'aplatisse, oui, que je supprime tous ces dynamismes. Alors, fichier enregistré sous. Voilà, et on va appeler ça Y 400% par exemple, voilà. Voilà, j'enregistre. Vous répondez OK au message qui apparaît éventuellement. Et là, dans Illustrator, je vais, à côté de cette image qui est celle d'origine, non agrandie, et qui m'avait donné un résultat pas génial, enfin, quoique, ça peut être intéressant de styliser à ce point-là, mais je vais importer l'image que je viens de créer, fichier importé dans Illustrator. Et éventuellement, je peux la réduire. Son nombre de pixels dans Illustrator ne va pas changer. Donc, outil de transformation manuelle, on ne perd pas de précision dans Illustrator si on la réduit. Et l'image contient toujours autant de pixels. Et je vais tenter une vectorisation donc, de cette image qui est sélectionnée. Dans le panneau vectorisation, je coche la case aperçue. Voilà. Et déjà là, c'est pas mal, mais je n'ai pas encore joué sur le seuil. Donc je peux jouer ici sur le réglage de seuil pour tester différentes transformations. Donc ça veut dire le réglage de seuil, je suis en train de décider, dans l'image originale, il y a des pixels blancs, des noirs et des gris aussi. Il y a des parasites. Si je regarde l'image originale dans Photoshop, voilà, on voit qu'il y a des pixels gris. Et puis le flou sur le bord des lignes, c'est du gris aussi. Donc avec le réglage de seuil ici, je suis en train de décider quel est le gris qui devient blanc et à côté, à droite ça devient noir, à gauche ça devient blanc. Bon, c'est l'inverse, à droite ça devient blanc, à gauche ça devient noir. Donc c'est ça le seuil. Voilà, et à un certain moment, j'arrive, dirait-on, à avoir quelque chose qui est pas mal au niveau résultat. En tout cas, par rapport au précédent, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il suffisait de multiplier les pixels dans Photoshop avant de vectoriser dans Illustrator. Donc, très bonne astuce à connaître. Alors, si vous vous souvenez, hier, on a vu comment faire de la peinture dynamique. C'était avec cette image, d'ailleurs, qu'on avait essayé. Avec celle-là, en fait.
Bon, alors, nous avions fait ça sur une image décomposée, c'est-à-dire j'avais fait menu objet décomposé. OK. Et les vecteurs apparaissent à ce moment-là. Il y avait même un cadre qu'il fallait supprimer avec la flèche blanche. Eh bien, je vais ici tester la peinture dynamique sur la vectorisation. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z, jusqu'à ce que je revoie la diagonale de l'image, puisqu'il s'agit d'une image liée. Et normalement, il est possible de faire une peinture dynamique sur une image vectorisée, mais pas encore décomposée. Donc, c'est-à-dire que je pourrais à tout moment, après avoir fait ma peinture dynamique, peut-être retourner dans le panneau de vectorisation, aller modifier des paramètres. Alors, l'image est bien sélectionnée. Je vais dans le menu Objet, Peinture dynamique. Ah, là, il ne veut pas. Eh bien, donc, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas incorporée. Alors, voyons un peu dans la palette lien. Menu Fenêtre, Lien. Menu Fenêtre, Lien. Je vais donc indiquer que j'incorpore l'image. Donc, menu de la palette Lien. Image incorporée. OK. En plus, j'ai oublié quelque chose dans la vectorisation. J'ai oublié de cocher ignorer le blanc. Ah oui, hein. Donc voilà, heureusement qu'on ne l'a pas décomposé la vectorisation. On aurait eu des pixels, des formes blanches. Bon, alors la peinture dynamique ne veut toujours pas s'appliquer sur cette image vectorisée. Donc bizarrement, avant, Illustrator le permettait et là, visiblement, il ne le permet pas. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire la peinture dynamique sur la version encore vectorisée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, je dois aller, d'abord, je vais afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, voilà. Donc je vois qu'il y a du blanc autour de mon personnage. Ensuite, je vais dans le panneau vectorisation l'image et dans les paramètres avancés, je vais cocher ce que j'ai oublié de cocher tout à l'heure, ignorer le blanc. Voilà, donc comme ça, j'ai vraiment un personnage sans fond blanc. Je n'ai pas besoin des fonds blancs autour, ni même dedans. Vous savez bouger l'image sur votre plan de travail? Moi, j'arrive pas à la bouger. Tu sais la bouger? Changer de place. Si tu n'arrives plus à bouger l'image sur le plan de travail, c'est sans doute que tu as une boîte qui est ouverte et elle demande que tu cliques sur annuler ou sur OK. Bon, alors, pour répondre à votre question, donc vous dites que vous n'arrivez pas, avec la flèche noire, à prendre l'image comme ceci et la bouger. Par contre, si vous la prenez par son bord, Oui. ça marche. Pourquoi? Vous n'avez pas une petite idée? C'est parce qu'on a encore du plan de travail, peut-être. C'est parce que dans les préférences d'Illustrator, hier, nous avons été changer quelque chose. Donc, vous allez sur PC dans Édition Préférences, ici sur Mac dans Illustrator Préférences, Sélection et affichage des points d'ancrage, et on avait été décoché. Vous aviez été coché, vous, ceci. Chez moi, c'est pas coché, c'est pour ça que je sais prendre l'image par son centre et la bouger. Mais si ceci est coché chez vous, voilà. Donc vous décochez ça. Donc c'est quelque chose d'utile, ceci, le cocher ou le décocher, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais il faut penser à ça. Et oui, les pièges. Comment vous y avez pensé? Bah, j'y ai pensé parce que je connais Illustrator. Ben oui. C'est dingue. C'est la différence entre quelqu'un qui a étudié Illustrator et quelqu'un qui ne l'a pas encore étudié. Donc, voilà. C'est rassurant quelque part. Le premier venu, le neveu du libraire, ne sait pas s'improviser infographiste sur Illustrator et arriver à des bons résultats. Et pas sur une soirée, certainement. Il va coincer régulièrement, en fait. Donc, c'est ce qui fait les compétences des infographistes. Ils accumulent des compétences au fil des années et généralement, ils arrivent à sortir de problèmes d'une manière ou d'une autre. Soit en réfléchissant, soit via Google, soit en faisant appel à des collègues, soit en faisant autrement. Bah oui. L'important, c'est de bien travailler. Donc ici, visiblement, obligation de décomposer la vectorisation pour arriver à faire une peinture dynamique. Donc menu, peut-être que je vais dupliquer le calque ou dupliquer l'image pour garder une version vectorisée au cas où.
Ce serait une bonne idée, oui. Je vais carrément dupliquer le calque. Tant pis, s'il y a l'autre image qui est aussi dessus, c'est pas un drame. Donc je vais prendre la vignette du calque, l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. J'ai la copie et je vais par exemple verrouiller l'original et enlever l'œil surtout, c'est important, sinon ça va parasiter et continuer à s'afficher. Et je travaille sur la copie et particulièrement sur l'image en meilleure qualité. Donc l'autre, je pourrais même la supprimer de ce calque-là. C'était juste un exemple. Voilà. Donc sur le calque 1 copie, je n'ai plus que mon image de bonne qualité. Bien, donc je vais décomposer la vectorisation. L'image doit être sélectionnée. J'ai plus les diagonales, je vous rappelle, parce que j'ai fait un petit test tout à l'heure, j'ai incorporé l'image. Mais ce n'est pas un drame, c'est la même chose. Hein. Simplement, je ne sais plus la modifier en modifiant le fichier sur le disque dur. Elle n'est plus liée au fichier sur le disque dur. Elle est incorporée au document Illustrator. Mais pour la suite, ça ne change rien du tout. Donc, menu objet, vous avez décomposé dans le menu objet. Je vous conseille d'utiliser, même si ça pourrait fonctionner, plutôt le décomposer qu'on vous propose dans objet, vectorisation de l'image, décomposer. Objet, vectorisation de l'image, décomposer. Et donc, ça vous génère les vecteurs. Donc, la palette vectorisation ne vous sert plus à rien sur cette image, puisque ce n'est plus une vectorisation. D'ailleurs, le mot vectorisation ici a été changé. Ça s'appelle maintenant groupe. Voilà. C'est objet vectorisation d'image. Et donc, je vais pouvoir certainement convertir ceci en peinture dynamique. Mais attention, avant de faire ça, je vais peut-être faire un petit affichage par tracé. Menu affichage tracé et aller supprimer ce rectangle qui s'est créé suite à la décomposition, la vectorisation. Donc flèche blanche, je clique à côté de tout. Je vous rappelle que je viens de passer en affichage par tracé par le menu affichage tracé. Flèche blanche, je clique à côté de tout, puis je clique sur le bord. Ça sélectionne le rectangle. J'enfonce une fois la touche pression, 2 fois, il est supprimé. Donc il ne me posera plus de problème pour la suite. Je vais repasser en affichage aperçu. Sélectionner l'objet, il suffit que je clique avec la flèche noire n'importe où, puisque en fait il est dans un groupe, ça sélectionne d'office le groupe. Et je vais dans le menu objet, peinture dynamique, créer. Alors, voilà, dans le groupe, il m'a fait un groupe de peinture dynamique avec tous les tracés. D'accord. Alors par sécurité, encore une fois, je vais dupliquer le calque, verrouiller le précédent, enlever l'œil en face, les deux, c'est important. Je vais également sauvegarder l'image qui pour l'instant n'a pas été sauvegardée. Enregistrer sous. Voilà. Je vais appeler ça grec vectorisé et peinture dynamique. Donc, à partir de là, je peux commencer à travailler à la peinture dynamique. C'est-à-dire que vous avez donc à cet endroit-ci la sélection de peinture dynamique où je vais pouvoir indiquer ce que je veux modifier. Vu que c'est complexe, c'est peut-être intéressant, avant d'y aller directement au pot de peinture, d'utiliser l'outil sélection de peinture dynamique. Donc, il reste ici visiblement une forme qui doit également être ajoutée. Donc, je vais faire majuscule clic, voilà. Vous voyez? C'est ça l'intérêt. Et puis, s'il y a d'autres éléments dans le montage, dans l'illustration qui doivent également subir cette même couleur, je vais sélectionner, toujours avec l'outil de sélection de peinture dynamique, voilà, CTRL Z, j'ai oublié d'enfoncer la touche majuscule pendant que je cliquais, voilà, voilà, ok. C'est juste un choix, évidemment c'est un peu du n'importe quoi ici. Alors, voyons ce qui se passe, voilà, je clique dans le nuancier simplement, et ça applique la couleur.
Et je continue comme ça. Donc je ne suis même pas obligé d'utiliser le pot de peinture en fait. Le pot de peinture, c'est pour envoyer directement la couleur sur les formes, mais cette manière de procéder est peut-être plus facile quand on a affaire à des illustrations aussi complexes que celle-ci. Voilà. Alors. Ok. Etc. etc. Alors, je vais vous demander de coloriser quand même assez bien, avec des couleurs différentes. Essayez d'avoir au final 5-6 couleurs différentes. Là, j'ai une forme ouverte. C'était quoi encore le truc? C'était faire un petit trait de crayon pour faire... Alors, pour les formes ouvertes que vous n'arrivez pas à sélectionner, je vous conseille de faire comme on a fait pour l'ours. Tirer un petit peu. Faites... non, pour l'ours, le premier qu'on avait fait, c'est-à-dire un calque en dessous et on ira dessiner au crayon la forme. On ne va pas commencer à s'amuser à modifier le dessin et à boucher les trous en fait. Ah, ok. Voilà, si on peut éviter. C'est vrai qu'ici, par exemple, le drapé ici n'est pas sélectionnable facilement à cet endroit-ci. Le trou est trop grand, mais oui, on va garder le dessin original. Alors ici, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la couleur de la peau sur le cou ici, d'accord? Donc avec l'outil de sélection de peinture dynamique, je sélectionne le cou et je dois recliquer sur la même couleur dans le nuancier. Seulement, où est-elle? Mais il y a peut-être quelque chose de plus simple à faire, c'est de prendre la pipette de la palette des outils et d'aller cliquer sur la couleur qui est juste là à côté. Et voilà, j'ai remis la même couleur. Donc ça, il faut penser aussi que vous pouvez fonctionner comme ça. Aller chercher une autre couleur à la pipette. Donc pour le drapé ici, il y a tellement de trous que je ferai ça par une autre méthode que la peinture dynamique. Je ne suis pas obligé de le faire ici maintenant. Je ne vais pas m'amuser à boucher les trous. Je ferai par la méthode qui consiste à créer au crayon une forme sous celle-là et sur un calque en dessous éventuellement. Et mettre une couleur par une méthode plus traditionnelle que la peinture dynamique. Donc, il ne faut pas essayer de faire tout en peinture dynamique. C'est comme la trompette ici, il y a tellement de trous, ça ne va pas sélectionner. Voilà, donc ça, c'est pas beau de les joindre. on oublie. Ok. Donc, je vous demande de mettre quelques... Eh bien, j'ai oublié ces pieds aussi, donc je sélectionne les pieds avec l'outil de sélection peinture dynamique. Donc, le pied ici ne sera pas sélectionnable. Je le ferai plus tard. Donc, ici, avec la pipette, je vais aller prendre la couleur de la peau à cet endroit. Voilà. Ok, donc vous avez fait quelques couleurs différentes. Et on va pouvoir continuer un peu le travail sur cette illustration. C'est pas parfait, mais c'est pas mal, parce que c'est quand même une illustration avec énormément de trous, et au niveau qualité, elle n'était pas de bonne qualité au départ dans Photoshop, je vous rappelle. Voilà. Mais vous allez voir après que vous allez être surpris, on va trouver l'image avec une meilleure qualité si on connaît la méthode pour le faire. Elle existe en meilleure qualité en fait. Ici, j'ai utilisé la version qu'on avait trouvée en premier lieu qui n'était pas de très bonne qualité parce que c'est un cas de figure qui peut vous arriver. On vous fournit des images pourries et vous devez faire avec. C'est pour l'exercice. Voilà, pour l'exercice, mais sachez qu'elle existe en meilleure qualité sur le net et qu'on peut la trouver en moins de 30 secondes si on connaît la méthode. Alors, on va enregistrer l'image à nouveau. Je vais peut-être simplement rajouter un numéro à la fin, ici. Un incrément, 0,2. Voilà. Ne vous occupez pas. Si vous avez des problèmes avec la peinture dynamique à cause des trous, vous oubliez et on le fera par une autre méthode. Il n'est pas interdit d'utiliser plusieurs méthodes pour coloriser ce personnage, n'est-ce pas?
D'ailleurs, on peut le faire ici tout de suite. Oui, ce serait intéressant de voir ça. Donc, dans la palette des calques, je vais créer un calque. Je pourrais le faire dans le même calque, mais j'aime autant séparer les choses. Donc, je vais créer un calque vide. Je clique sur le bloc de feuilles. Je vais déplacer ce calque vide sous le calque. Attention, parce qu'il pourrait tomber dedans, parce que dans Illustrator, les sous-calques, ça existe. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas dedans qu'on le met. C'est en dehors. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Je verrouille tous les calques sauf celui-là, mais je garde le calque du personnage affiché évidemment. Et sur ce calque qui est actuellement vide, qui ne contient rien, d'ailleurs s'il ne contient rien, la preuve c'est qu'il n'y a pas de petit triangle comme pour déployer le calque. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien dedans. Je vais aller dessiner par exemple au crayon, voilà, la forme, ou alors la forme de tâche, c'est pas mal aussi ça. Forme de tâche, voilà. Alors pour modifier le diamètre, parce que visiblement là c'est beaucoup trop grand, je double-clique sur l'outil et je vais modifier la taille ici. Il y a certainement une manière de la modifier par raccourci clavier. Je m'attendais à ce que Illustrator me mette un petite astuce inscrite ici, mais non. Donc voilà, je double-clique, je modifie le diamètre ici. Voilà. Alors, je teste quand même parce que c'est quand même frustrant ça, de ne pas pouvoir modifier le diamètre. Autrement, par des raccourcis clavier, ça me paraît bizarre. Mais non, apparemment, non, il n'est pas possible de modifier le diamètre de la forme de brosse, de l'outil forme de tâche. Bon, autrement qu'en double-cliquant. Mais je ne connais pas tout dans Illustrator. Personne ne connaît tout dans Illustrator. De toute façon. Ça, il ne faut pas essayer d'être parfait et de tout connaître. Il vaut mieux connaître à 80% plusieurs logiciels, Illustrator, Photoshop, InDesign, que d'essayer de connaître à 100% un des logiciels. En termes de créativité et de recherche d'emploi, ce sera plus porteur d'avoir plusieurs cordes à son arc. De plus en plus, les demandes au niveau de l'emploi, même quand on est indépendant, il faut avoir des compétences à la fois de graphiste, metteur en page, web designer, webmaster même, il faut connaître aussi des astuces techniques. Et commercial, exactement. Donc en fait, c'est comme ça, c'est l'époque, il faut savoir tout faire. Méfiez-vous quand même des annonces qui demandent des gens qui savent tout faire. On dit qu'il faut quand même y répondre, même si on ne sait pas tout faire, tout ce qui est demandé dans l'annonce. Parce que la perle rare, ils la trouveront de toute façon pas. Voilà. Donc ici, je vais dessiner avec l'outil forme de tâche. Alors je vais m'arranger pour n'avoir qu'une couleur dans le nuancier, ici dans le bas de la palette des outils. Si j'avais une couleur de contour, je pense que c'est celle-là qui serait utilisée, oui. Et si je mets celle-ci en avant-plan, non, c'est toujours la couleur de contour. Donc voilà. Sachez que si vous avez deux couleurs dans la palette des outils quand vous utilisez l'outil forme de tâche, c'est celle du contour qui sera utilisée. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc pendant que je dessine, j'ai l'impression que ça recouvre les traits, mais en fait, quand on lâche le bouton la souris, on est bien sur une forme qui se trouve sous le calque qui contient les traits. On est d'accord. Voilà, on voit que je suis en train de dessiner sur un calque en dessous. Donc, allez-y. On peut même dépasser par en dessous des couleurs de la peinture dynamique, puisqu'elles sont au-dessus. D'accord? Là, j'ai dépassé en dessous du bras. C'est pas un problème. Oh, c'est bien. Voilà, faites ça à peu près, vite fait. L'avantage de l'outil forme de tâche par rapport au crayon, c'est qu'on peut lâcher le bouton à souris autant de fois qu'on veut. Bon, donc, j'ai normalement une forme qui ressemble
Ah, tiens, il y a toujours mon d'en dessous qui était affiché. Le calque en copie était affiché. Ça va pas. Voilà, donc j'ai une forme qui ressemble à ça, et au niveau du tracé, ça donne ça. Donc c'est pas mal. Alors, ne mettez pas des dégradés sur cette forme-là. Pas de dégradés. On va garder des couleurs unies pour la suite, ce sera mieux. Mais bien entendu, on pourrait mettre à terme des dégradés, mais on va plutôt réserver ça pour après. Ah oui, il y avait le pied aussi à faire. Je peux le faire sur le même calque ou sur un autre calque. C'est vous qui voyez. Donc pipette, je vais aller prélever la couleur de la peau. Ensuite, forme de tache. Je vais aller dessiner le pied à cet endroit-ci. Voilà. Le pied qui avait le trou là et la peinture dynamique ne fonctionnait pas. Voilà, voilà. Peut-être même chose ici. Les dernières formes que je crée viennent par-dessus les anciennes formes, dans le calque. Autrement dit, ce que je suis en train de dessiner ici, en violet, vient par-dessus la forme rouge qui a été créée précédemment, dans le calque. Donc c'est normal. Si je voulais qu'elle vienne par-dessous, le plus simple c'est de faire un calque que je mets en dessous. Voilà, voilà. Donc, au stylet et à la tablette, ce genre de choses est plus rapide qu'à la souris, bien entendu. Et il y avait la trompette à faire, mais je ne vais pas la terminer ici. Donc, je vais enregistrer à nouveau ce document sous un certain nom. Donc, double sécurité, au cas où je fais des gaffes. J'ai les calques qui s'empilent avec les différentes versions non affichées et verrouillées. Et j'ai en plus les différents documents avec un incrément. Donc on n'est jamais trop prudent. Et cette manière de procéder permet aussi de récupérer une ancienne version du personnage ou de ce que je suis en train de faire et la mélanger avec une nouvelle version. Ça aussi, on peut faire des mix. Ça permet aussi à un certain moment de tester et de faire deux versions du personnage parce qu'on n'est pas sûr de laquelle on veut réellement. Donc ta question c'est pour enlever une couleur de la peinture dynamique. Alors je vais verrouiller le calque sur lequel j'étais en train de travailler, déverrouiller celui de la peinture dynamique, aller dans le groupe ici, sélectionner l'objet peinture dynamique. Voilà, donc avec l'outil de sélection, si je sélectionne ceci avec la touche majuscule aussi, ici. Alors voyons ce qui se passe si je clique sur aucune couleur. Ben voilà, il a enlevé la couleur. Donc j'ai réussi à enlever une des couleurs que j'avais mises avec la peinture dynamique. Donc très bonne question. Mais là je vais revenir en arrière parce que j'en avais besoin de celle-là. Donc j'ai fait CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac. Voilà, voilà. Tu vas sélectionner comment sélectionner toutes tes couleurs. Alors ici, je vais dupliquer à nouveau le calque. Voilà. J'enlève l'œil en face du précédent, je verrouille. Ah oui, au fait, petite erreur. Je reviens en arrière. Voilà. Mon personnage, il est créé par deux calques. Ces deux-là, on est d'accord. Puisqu'il y a des formes de tâches qui sont dans le calque d'en dessous pour les objets à trous. Bon, alors ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais les mettre dans un autre calque, ces deux-là. Ils vont devenir des sous-calques. Donc je crée un calque vide. Voilà. Je fais clic. CTRL-clic sur PC, commande-clic sur Mac. Je lâche la touche. Et je glisse dans le nouveau calque. Et voilà, dans le nouveau calque, j'ai les deux anciens calques. Bon, ça paraît plus logique comme ça. Hein. Mais voilà, ce sont devenus des sous-calques. C'est un peu comme des groupes en fait. On peut considérer que ce sont des espèces de groupes maintenant. Donc, j'en étais à dire que j'allais faire un backup de ceci, donc en prenant le calque, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait deux.
Raison pour laquelle on a glissé les deux dans un nouveau calque. Et ce nouveau calque, je vais le dupliquer, enlever l'œil en face et le verrouiller, et je continue à travailler sur celui-ci. Et je vais finaliser la peinture dynamique, c'est-à-dire que je vais sélectionner l'objet peinture dynamique. Voilà. D'accord? Donc j'ai ouvert le calque, le sous-calque, le groupe. J'ai cliqué sur la cible ici. J'ai bien mon objet peinture dynamique qui est sélectionné. Et comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, on ne voit pas la couleur dans le groupe peinture dynamique. On voit les différents objets qui font partie de la peinture dynamique, mais la couleur, est-ce qu'on la voit? Il y a beaucoup d'objets, hein. C'est monstrueux. S'il avait fallu faire ça à la main. Non, la couleur n'apparaît pas. Parce que c'est un objet dynamique, c'est une peinture dynamique. C'est comme si c'était un petit logiciel dans Illustrator, un petit logiciel pour coloriser des formes. Donc voilà. Et alors vous devinez ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vectoriser, je vais réellement générer les formes en couleur. Donc objet peinture dynamique, décomposé. Voilà. Là, au passage, dans objet peinture dynamique, vous aviez les options d'espace. Oui, moi Voilà. je ne sais faire qu'une option d'espace. Ah, c'est bien. Donc les options d'espace vous indiquent à quel point la peinture dynamique est tolérante aux espaces. Si j'ai des gros trous dans mon illustration, je peux régler ici grand espace à la place de petit espace, c'était la valeur par défaut. Mais attention, on parle de grands espaces, mais ici ce sont des vraiment très très grands espaces qu'on a dans cette illustration. Donc de toute façon, ça ne marcherait pas. La raison pour laquelle la méthode qu'on a utilisée de dessiner sur un autre calque avec la forme de tâche, c'était la meilleure méthode. Les espaces ici sont vraiment trop grands. D'accord? Donc sachez que même avec les options de sélection, c'est pour l'outil de sélection de peinture dynamique, hein, même avec les options de sélection grand espace, ça ne marcherait pas. Ah oui, au fait, c'est ici aussi que vous allez décider la couleur de la manière dont le sélecteur affiche les formes qui vont subir la couleur. Si maintenant ça marchait avec les espaces, ça sélectionnerait toutes les couleurs différemment en fait. Qu'est-ce que ça aurait fait? Je comprends pas. Option d'espace. Donc en fait. Donc les options d'espace, c'est pour que les trous dans les illustrations ne perturbent pas la sélection des zones. Si je mets grand espace, je fais en sorte que les grands trous ne vont pas perturber, et malgré tout, je vais arriver avec l'outil de sélection ici de zones à sélectionner les zones. Sauf que ici, les trous sont vraiment trop grands. Et je peux vous dire que même avec l'option la plus tolérante ici, grand espace, ça ne marchera pas. Bon, il y a aussi décalage personnalisé, mais franchement, vous pouvez essayer, mais la méthode qu'on a utilisée, je pense, est meilleure dans le cas d'objets vraiment à trous. Rien n'empêche d'aller dessiner des formes de tâches dans un calque en dessous. On ne s'occupe pas vraiment des trous, parce que là, vraiment, il y en avait énormément, et des gros. D'accord? Mais par la suite, vous pourrez tester. Pourquoi pas? Donc, nous avons décomposé la peinture dynamique, et désormais, quand j'ouvre le groupe, je vois des formes en couleur. C'est donc forcément la peinture dynamique qui a été vectorisée en quelque sorte. Ça prend du temps pour s'afficher, n'est-ce pas? Mais il y a des formes en couleur de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on avait choisi, les grands espaces ou les petits? On a Donc, choisi en fait, ça sert à rien. Eh bien, je vais à nouveau dupliquer le calque parce que je vais faire des choses là-dessus et je voudrais pouvoir récupérer cette étape-là de l'illustration à tout moment si je fais une gaffe. Donc je duplique à nouveau le calque, je verrouille, j'enlève l'œil et je continue sur celui-ci.
Alors on va sélectionner la totalité des objets de ce calque. Je vous rappelle que l'image d'à côté, je l'ai supprimée il y a déjà pas mal de temps. Donc sur ce calque, il n'y a plus que mon personnage. Donc je clique sur la cible ici à côté du calque et ça sélectionne donc tout le contenu. Une chose qui me précise que tout le contenu est sélectionné, c'est le fait que le carré ici soit grand. Parce que si j'ouvrais le calque et que je sélectionnais un seul des objets, vous voyez que le carré est petit. Il est petit. Si je clique sur la cible ici, il devient plus grand le carré. Ça veut dire que tout est sélectionné à l'intérieur. Bon, petite astuce, petit détail, mais ça peut avoir son importance. Parce que si vous avez des objets verrouillés à l'intérieur, ils ne se sélectionneront pas et ça va vous l'indiquer. Alors ici, on va faire des tests au niveau des couleurs pour voir si on ne peut pas améliorer les couleurs d'une manière ou d'une autre. Donc, on va faire différents tests. Vous avez remarqué que dans le nuancier, nous avons des groupes de couleurs. Eh bien, c'est ce que nous allons créer. Nous allons créer un groupe de couleurs au départ des couleurs de l'illustration. Donc, elle est entièrement sélectionnée, cette illustration. Je vais dans le menu de la palette nuancier jusqu'à Nouveau groupe de couleurs. Dans la boîte qui s'ouvre, je choisis ce qui est proposé là. Illustration sélectionnée. Je peux donner un nom au groupe de couleurs si je veux. Grec, couleur originale par exemple. Ok. Donc, il n'y a rien à cocher, à changer là. On clique sur OK. Et voilà les couleurs de l'illustration. Alors attention, actuellement, tout l'objet est sélectionné. Ça veut dire que si je clique sur n'importe laquelle de ces couleurs, elle est appliquée à tous les objets. Donc, attention à ça. Édition, annuler, appliquer la nuance dans ce cas-là. Il va falloir que je fasse apparaître une roue chromatique dans le bas de la palette nuancier. Et pour faire apparaître la roue, je dois cliquer sur un des dossiers, et pourquoi pas celui que je viens de créer, un des groupes de couleurs. Donc, vous voyez, je ne clique pas sur un échantillon de couleurs. Je clique sur le dossier. Et ça n'applique pas la couleur à l'illustration. Parfait. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Une roue chromatique ici. Je clique sur la roue. Et voilà une boîte qui s'ouvre. Voilà. Alors, nous avons ici toutes les couleurs qui apparaissent. D'accord? Alors, par défaut, en standard dans Illustrator, ce qui est noir et ce qui est blanc dans l'illustration ne seront pas changés parce que ce sont des références visuelles utiles pour l'œil, le noir et le blanc. C'est pour ça que si je descends ici, je vois que le noir, à la place d'une flèche, c'est une barre. Je n'ai pas de blanc dans mon illustration. S'il y avait du blanc, j'aurais... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une barre à la place d'une flèche. Oui, voilà, c'est une barre à la place d'une flèche, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas modifiée, cette couleur-là. Il n'y a pas de référence. Et du blanc, il n'y en a pas, donc voilà. Alors ici, voyons un peu ça. Non, c'est pas là. Où est-ce que ça se modifie encore, cette chose-là? Voilà, c'est là. Si vous cliquez là-dessus, option de réduction des couleurs, vous avez une boîte qui s'ouvre. Et là-dedans, vous voyez que conserver blanc et noir est coché. Et si vous le vouliez, si vous aviez du gris dans l'illustration et que c'est important qu'il reste parce que c'est une référence visuelle, on pourrait cocher aussi gris. Donc s'il y avait du gris, des parties non colorées de différentes intensités, je pourrais aussi dire qu'elles doivent rester grises. Et où se trouve l'option de réduction des couleurs? C'est dans modifier ou personne? Donc c'est la petite boîte ici, Ah oui, c'est ce que j'ai cliqué pour faire apparaître ça. d'accord. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites ici. Une chose assez simple, c'est de modifier l'ordre des couleurs de manière aléatoire. Vous pouvez cliquer là-dessus et regarder dans l'illustration. Vous avez ceci qui est coché, on est d'accord, automatiquement, puisqu'on avait un objet sélectionné quand on est allé là-dedans. Automatiquement, ça va échanger les couleurs. Voilà. Ah tiens, le noir bouge aussi. Ennuyeux ça. Le noir ne doit pas bouger du tout.
normalement. Oui, parce que c'est embêtant. Donc je vais annuler ça, revenir dedans. Voilà. Je vais peut-être... Tiens, on avait dit de ne pas redéfinir le noir. Mais est-ce que c'est du vrai noir? Ça, il faut voir aussi. Il y a une petite barre moins de moins, mais Oui, mais ça change quand même. Mhm. Il change quand même, oui. Ouais. Ça, c'est ennuyeux. Exclure des couleurs. Hein. Non. Ah là là. Donc là, il y a un petit truc que je dois trouver. Et là, ah oui, là ça change aussi. Donc je suis un peu coincé là. Donc petit problème, il va falloir que je trouve la solution ici. Pourtant ici, on a bien... Ah ben non, je ne sais pas pourquoi, mais voyons un peu ça. Ben voilà, alors, je ne sais pas pourquoi j'avais été décoché le noir. Et là, ça le fait quand même, ah ouais. à un certain moment. Oui, parce que moi, il est coché, hein. Ça fait quand même Mhm. couleur. Mais c'est mieux à côté, il est aussi sympa. Hein. De la saturation, machin. Ah, je vois. Ah ouais. C'est sympa. Ouais, ouais. Ouais, parce que là, on a plus de choix. Ouais. Bon. Tu t'amuses trop. Il ne doit pas être pris en compte. Il ne se modifie pas, le noir, mais il peut être appliqué à d'autres. Ça, c'est ennuyeux. Il faudrait qu'il ne puisse pas être appliqué à d'autres, et pour ça, il faudrait ne pas sélectionner les formes noires. Donc, ce serait la solution. Il ne se modifie jamais, mais il peut être appliqué à d'autres couleurs de l'illustration. Donc, j'ai intérêt à, dans la sélection ici, ne pas sélectionner les parties noires. Donc ce que je vais faire ici,